Absolument ravi de recevoir, et d'ailleurs ils sont encore dans nos bureaux que nous n'avons pas encore rendus, Emmanuelle Ducrot. Alors je ne sais pas si on la présente parce qu'elle est extrêmement présente et active sur Twitter et courageuse, journaliste à l'opinion, une journaliste engagée comme on aimerait en avoir plus. Et évidemment Sylvain Petro, qui est avocat en droit de l'environnement et expert chez Sapiens, avec qui nous faisons plein de choses formidables. La France dispose-t-elle encore d'une souveraineté alimentaire et environnementale? Je crois qu'on ne pouvait pas mieux tomber après cette vague verte qui en réalité, bon, vous savez bien que si on regarde un peu les chiffres, en fait, c'est surtout une vague d'abstention, mais en tout cas, après ce coup de projecteur à nouveau sur les problématiques environnementales, écologiques, les problématiques de transition énergétique, les problématiques liées évidemment au climat. Nous ne pouvions pas avoir mieux fixé la date de ce petit déjeuner. Donc, on est ravis d'avoir ce matin deux experts éminents et aussi capables de peut-être, c'est ce que moi j'aurais vraiment envie d'avoir ce matin, d'avoir des messages à la fois évidemment rationnels, scientifiques, des messages d'espoir, parce que je crois de plus en plus que la priorité, c'est de pouvoir fonder ce que j'appellerais une écologie positive, dans les deux sens du terme, positive au sens où évidemment elle n'est pas négative, elle n'est pas fondée sur des interdictions, sur des suppressions, sur des renoncements, mais au contraire sur la croyance dans le progrès. Et puis positive au sens où elle est concrète, hein, au sens philosophique du mot, au sens où elle est concrète, on peut l'appréhender, on peut en discuter, on peut en faire matière à débat et non pas matière à dogme. Voilà. Donc, je suis ravi de vous recevoir ce matin avec toute l'équipe de Sapiens. Comme on le fait d'habitude, je vous propose peut-être un petit exposé liminaire de quelques minutes et puis après, on essaye d'échanger avec les participants. À moins qu'Isance, qui est avec nous ce matin, tu aies quelque chose à ajouter? Non, je pense que le sujet est assez dense, donc on va leur laisser la parole maintenant pour qu'ils aient le temps de passer leurs messages. Voilà. Mais ce sera l'occasion de débattre ensuite ensemble. Donc Sylvain ou Emmanuel, je ne sais pas du tout qui veut commencer. C'est gentil, merci beaucoup. Je vais laisser Emmanuel parler en premier, ce sera bien. Juste pour vous expliquer un peu la démarche dans laquelle on s'est inscrite, à la fois avec Isance de France et Hélène Thérom, on s'est penché sur la notion de souveraineté de manière globale et on a voulu un petit peu savoir ce qu'on mettait dedans parce qu'il y en a été énormément de sujets pendant la crise et on a réfléchi finalement au travers de souveraineté numérique, donc ça, ce qui était la partie 10 ans, la notion de souveraineté tout court et la notion de souveraineté environnementale. Et de manière un peu empirique, on a fait le choix d'axer cette notion de souveraineté environnementale autour de trois axes qui étaient l'industrie, l'agriculture et l'énergie. C'est pour ça que je me permets juste de prendre la parole en premier pour expliquer aussi la raison de la présence d'Emmanuel ce matin. On a beaucoup échangé avec Emmanuel sur ces problèmes d'agriculture et donc d'alimentation, puisque c'était bien le sujet qu'on avait, notamment pendant tout le confinement. Je reviendrai sur les problématiques industrie et énergétique ensuite, sachant que les problématiques globales en fait, sur l'agriculture ou l'environnement sont à peu près les mêmes. Et si on doit en résumer une, c'est notamment la capacité, enfin, la logique d'achat privé, en fait, qui ne correspond pas à la volonté de protection de l'environnement. C'est-à-dire que d'un côté, on affiche une volonté de protéger l'environnement et de l'autre, en fait, la consommation n'est pas du tout le reflet de cette volonté protectrice. Donc, Emmanuel, si vous voulez aller sur l'alimentaire. Je peux faire peut-être une petite mise en contexte pour rappeler que la crise que nous avons traversée, le confinement que nous avons traversé en France, a mis en lumière deux choses, à la fois les forces de notre système alimentaire au sens large du terme. Quand j'entends système alimentaire, j'entends de la production à la distribution. Les forces de notre système, on a vu que ça a très bien résisté
Et ça, c'était quand même inespéré pour un système qui est en permanence remis en question, contesté, autant dans la production agricole que dans le modèle de la grande distribution française. On a vu que ça a très bien tenu, avec parfois des petits manques dans les rayons, mais globalement, personne n'a manqué de nourriture en France. Et ça, c'était quand même… ça n'a pas été le cas dans tous les pays. On a vu des pays où il y avait des files d'attente dans les magasins, des manques criants. Ça n'a pas été le cas chez nous. Donc ça questionne nos forces. Et puis, ça a mis aussi en lumière nos paradoxes qui nous ont un peu explosé au visage. On a vu, par exemple, le monde se fermer, les gens dire il faut maintenant consommer local et se rendre compte qu'une partie des productions qu'on croyait locales ne le sont plus. Pourquoi? Par exemple, on s'est aperçu que c'était très compliqué de faire des cerises en France parce qu'il y a une question de main-d'œuvre qui est devenue très chère, il y a des questions de normes environnementales qui sont devenues extrêmement écrasantes et notre industrie de la cerise, je dis industrie peut-être à tort, mais a quasiment disparu en France parce que c'est devenu très compliqué. On s'est aussi aperçu que notre agriculture est interconnectée avec le monde, que la fermeture du monde a désorganisé complètement les circuits de distribution de notre viande, de nos céréales aussi, puisque les ports ont été fermés à un moment. Donc finalement, ça a été une sorte de petit laboratoire de qu'est-ce que serait la France si elle était fermée au monde dans la gestion de son alimentation. Et ça a permis aussi de remettre en place un certain nombre d'évidences. La moitié de nos céréales partent à l'export, et quand nos céréales n'arrivent plus à l'export, ça pose des problèmes chez nos clients. On ne fait pas de l'export de céréales juste pour le plaisir, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, qui n'ont pas les moyens de les cultiver dans leur pays. On s'est aperçu, par exemple, que notre volaille est largement sous-traitée au reste du monde. 80% du poulet qu'on mange quand on va au restaurant vient probablement d'un autre pays européen ou même extra-européen, puisque beaucoup viennent par exemple d'Ukraine. Donc voilà, toutes ces évidences-là nous ont sauté au visage. Ça pose vraiment la question de qu'est-ce que nous voulons pour notre alimentation, pour nous, et aussi pour le reste du monde. Est-ce que nous avons un rôle à jouer pour nous-mêmes ou est-ce que nous avons un rôle pour jouer vis-à-vis de nos voisins européens qui restent quand même nos principaux partenaires agricoles? Et puis, quel est notre rôle français vis-à-vis du reste du monde? Nous avons une agriculture extrêmement critiquée pour son empreinte environnementale, etc. À mon avis, à tort, puisqu'elle reste, si on la compare, une des plus vertueuses au monde dans ses usages de la terre, dans ses usages des pesticides. On entend souvent que la France est un des premiers utilisateurs au monde. C'est absolument faux. Si on rapporte à l'hectare, elle est absolument dans la moyenne. C'est une agriculture qui a la chance de la variété, de la qualité, de la quantité. La France est un pays béni des dieux pour son agriculture et qui n'en a pas vraiment conscience. Et qui pense que le monde entier est à égalité devant son agriculture locale, ce qui est absolument faux. Donc voilà, ça repose la question de notre place pour nous, pour les autres, et donc ça questionne notre idée de la souveraineté. Qu'est-ce que nous voulons faire de cette agriculture? Est-ce que nous voulons la limiter à nous-mêmes? Est-ce que nous voulons la tourner vers le monde? La souveraineté, c'est peut-être pas quelque chose qui doit se concevoir pour nos propres estomacs, mais pour les estomacs de nos voisins, de nos partenaires agricoles. Voilà, un peu ce petit panorama. Merci beaucoup. Il y avait quelques chiffres, hein, on les reprendra, hein, mais les chiffres qui m'avaient vraiment frappé quand on avait fait ces recherches, c'est vous constatez qu'aujourd'hui, vous avez 430 000 agriculteurs, vous avez 17 000 industries agroalimentaires et vous avez 4 centrales d'achat pour gérer tout ça. Donc, on a aussi un marché très atomisé d'un côté production et ultra concentré côté distribution, qui du coup pose question en fait. Et là, l'une des réflexions qu'on se faisait avec Emmanuel, c'est de dire que finalement c'est le producteur qui au final va payer la surprotection en fait des normes environnementales. Et ça pose un problème. C'est la problématique générale, je trouve qu'on peut retrouver sur ce fil rouge de la souveraineté, qui est de dire qu'en fait finalement le consommateur n'est pas le citoyen. Et sur l'agriculture, typiquement, Emmanuel nous indiquait qu'en fait, on est en train de créer un marché à deux vitesses avec des produits de très grande qualité française, mais qui étaient réservés à une certaine, si ce n'est élite, au moins confort financier, et le reste de la population française qui n'avait pas les moyens et qui donc choisissait des produits plutôt importés. Et c'est exactement, Laurent Vronsky disait la dernière fois sur l'un des Zooms de Sapiens, on a un problème très clairement de commande à la fois publique et privée qui n'est pas en cohérence avec la volonté de protéger ce fameux environnement. Ça, on pourra en reparler sur l'agriculture. Si je reviens un petit peu sur la notion de souveraineté environnementale,
l'idée qu'on essaie de développer donc dans le papier qui va paraître aujourd'hui ou demain, c'est finalement d'essayer de conceptualiser cette problématique de souveraineté environnementale et probablement à travers, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé d'à peu près le plus intelligent, de la charte de l'environnement qui finalement, j'ai plus envie de parler de cadre de vie que véritablement de protection de l'environnement ou d'écologie. Et je rappelle que la charte de l'environnement qui a été adoptée en 2004 et promulguée en 2005 a valeur constitutionnelle et nous dit que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Donc, au travers de cette notion de souveraineté, on peut appréhender celle de souveraineté environnementale. Et de mon point de vue, il s'agit avant tout en fait, d'offrir aux citoyens un cadre de vie sain et épanouissant qui soit à même de fournir ses besoins fondamentaux. Et ça, je pense que c'est vraiment un point absolument capital, c'est qu'il faut probablement redéfinir les besoins fondamentaux avant toute chose. C'est comme ça qu'on arrivera à identifier ce qu'il faut ou pas protéger. Et finalement, si on reprend sur la notion de souveraineté qui relève de la compétence de l'État, enfin c'est le pouvoir de l'État lui-même, ça correspond finalement à la capacité d'un État de permettre à son peuple de s'épanouir librement dans un cadre sécurisé. Et donc, au final, ce que disait Olivier tout à l'heure en introduction, je pense qu'avant de terroriser les gens, parce que c'est un petit peu ce à quoi on assiste en ce moment, il faut d'abord identifier ses besoins vitaux. Et comme je vous le disais, on a pris le parti, on aurait pu aussi parler de l'eau, on aurait pu parler d'autres sujets, mais on a pris ce parti, effectivement, de parler d'industrie, d'agriculture et d'énergie. Et donc, au final, la question est relativement simple, c'est la France a-t-elle les moyens aujourd'hui d'offrir ses besoins fondamentaux en matière industrielle, alimentaire et énergétique ? Je pense qu'à mon avis, il faut partir de ce postulat assez simple-là. Est-ce qu'au final, on a un cadre de vie qui permet d'avoir ce mode de vie apaisé Et si on reprend aussi un autre point qui me semble assez fondamental dans cette logique de terreur qu'on peut avoir aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi bien garder en tête que la souveraineté environnementale doit permettre d'assurer la pérennité du vivant, mais de tous les vivants, y compris l'homme. Et je pense qu'il faut vraiment sortir de cette idée que l'homme est l'ennemi et qu'il n'est pas la solution, ni la personne qui a besoin de ce fameux cadre de vie. Je me souviens de cette peur. Personnellement, quelqu'un a laissé son micro ouvert. Merci Dominique. Sur l'industrie, Isance avait trouvé dans le papier une citation de la sénatrice Catherine Morin-Desailly que je reprends bien volontiers à mon compte. Les industries sont le socle de la souveraineté et le levier de croissance. Donc ça, c'est quand même aussi un point assez intéressant. Donc si on regarde globalement, on a évidemment connu, à l'instar de tous les autres pays de l'Union européenne, une désindustrialisation assez massive. L'exception notable, c'est l'Allemagne et l'Europe centrale. Et on constate que par contraste, la France aussi, en 2019, restait pourtant en fait championne des investissements directs étrangers. Donc on a ce paradoxe où on a effectivement cette part de désindustrialisation, pardonnez-moi, et cette part d'attractivité que la France a su redévelopper assez clairement en fait depuis l'élection de 2017 et ça continue en 2019. Donc ça, c'est un point relativement intéressant et en constatant que le poids de l'industrie française en Europe reste relativement fort. Sur l'industrie aussi, on a beaucoup parlé de relocalisation au moment de la crise. Et ça, c'est un point aussi qui me semble assez fondamental parce que cette problématique de relocalisation entraîne directement le débat des coûts de production en France. Et finalement, la question relativement simple, c'est le consommateur est-il prêt à payer plus cher des produits fabriqués en France qui seront à haute valeur environnementale, mais qui finira par payer plus cher. Ça, c'est vraiment une question à se poser. Le secteur automobile a répondu par la négative. C'est quand même assez clair, que ce soit PSA ou Renault, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de relocalisation. Et l'exemple de Renault était assez instructif, puisqu'il nous disait qu'en gros, la différence de production d'une Clio entre la France et la Turquie était d'ordre de 1 000 € pour une voiture qui doit coûter entre 10 et 12 000 €. Donc on est à pas loin de 10% du coût. Donc ça veut dire qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui ne sont, quand même assez clair là-dessus, qui ne sont pas relocalisables. Et c'est là où, à mon sens, il faut qu'on arrive à identifier les secteurs industriels stratégiques qui vont être de haute technologie, innovants, et donc qui vont assurer le rebond industriel des territoires. Et donc, évidemment, ce
ce qu'il va falloir qu'on recherche, c'est la culture de l'excellence. Il faut cultiver cette excellence et pas essayer de sauver ce qui est déjà perdu. Et si on cite un exemple tout à fait emblématique de l'industrie innovante, c'est le secteur des déchets. Le secteur des déchets, ça fait typiquement partie des services essentiels à la nation. Et on a beaucoup applaudi les aides-soignantes, c'était tout à fait justifié et mérité. On a fini aussi par quand même saluer aussi tous ceux qui s'occupaient de la collecte des déchets. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'enfants que vous avez qui ont tous collé des mots sur les poubelles pour remercier ces gens-là. Donc, on est typiquement sur le secteur des déchets, sur un service tout à fait essentiel à la nation, pourvoyeur d'emplois qui sont non délocalisables, tout à fait en adéquation avec une politique d'amélioration continue de l'environnement et qui sont capables, en plus, par l'innovation, de fournir des services annexes tout à fait essentiels avec la production d'énergie, la production de matières premières secondaires, la production de carburant, etc. Donc, c'est bien ce point-là qui est absolument capital sur la problématique industrielle. On a besoin de cette souveraineté industrielle aujourd'hui. Encore une fois, le président Macron l'a rappelé lors de la Convention citoyenne. Et il faut savoir de quelle industrie on parle. Et je finis sur ce point de l'industrie. Je pense qu'il y a quand même un modèle à repenser sur l'industrie. Il faut à la fois qu'on accentue la problématique, l'agilité des entreprises et donc leur faculté d'adaptation au changement. Le deuxième point que je verrais d'amélioration sur l'industrie, c'est revoir très clairement les relations entre les acteurs publics et les acteurs privés. Il faut qu'on arrive à créer véritablement des relations partenariales entre le public et le privé. Je considère à titre tout à fait personnel qu'il est regrettable que le temps d'administration ne soit pas toujours celui de l'industrie. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à rendre les acteurs publics plus rapides et les industriels plus patients. C'est la double adéquation qu'on va devoir retrouver, mais il faut vraiment qu'on rentre dans cette relation de partenariat entre le public et le privé. Et ce sera évidemment exactement la même chose entre les acteurs nationaux et locaux. Et le dernier point d'amélioration qui me semble absolument capital sur cette problématique d'industrie, de souveraineté industrielle, c'est de renforcer l'attractivité de la France, et notamment grâce à une réglementation. Alors là, pardonnez-moi, mais c'est l'avocat qui parle, mais avec une réglementation qui sera à la fois adaptée, stable et surtout lisible. Je passe mon temps dans les cours que je donne à faire de la traduction de textes sur des textes qui sont totalement incompréhensibles, potentiellement une tendance à bouger trop souvent, et je pense que ça n'est pas sain pour un développement de ça. Voilà à peu près les idées que je voulais développer. Et je finirai juste ce point-là en rappelant aussi pour rebondir encore une fois sur ce que disait Olivier, il faut avoir conscience aussi que l'environnement est véritablement un souci de riche. Il faut quand même qu'on soit conscient de ça aujourd'hui. J'entendais encore ce matin à la radio, il y a quand même une différence de traitement de l'environnement entre les ex-pays sous-développés, qu'on appelle pays en développement, et des États comme la France. La France a beaucoup de vertus en environnement et ça reste un souci de riche. Donc, sans assurance de disposer de ses besoins fondamentaux de son existence, l'homme n'aura absolument que faire de l'environnement. Ça, il faut en être absolument garanti. Et c'est extrêmement net dans les enquêtes sur la consommation des ménages. Moi, je regardais hier la publication d'Avas qui vous disait, en gros, on est à 80%, j'arrondis, mais 80% des personnes interrogées déclaraient avoir besoin de consommer pour se faire plaisir et se libérer de la frustration, tout en reconnaissant dans les mêmes proportions, à 80%, reconnaître en fait, que la surconsommation mènera à l'effondrement de notre société. Donc il y a aujourd'hui très clairement une inadéquation entre le comportement du consommateur et les revendications du citoyen. Donc il faut évidemment qu'on garantisse cette fameuse souveraineté du peuple, son cadre de vie et la protection de l'environnement en découlera mécaniquement. Parce que en fait, qui a envie d'être riche et de vivre dans une poubelle? Ça me paraît assez clair. Et à l'inverse, qui se souciera de l'environnement quand il n'aura pas les moyens de se nourrir? Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, comme le disait Olivier, il faut des débats relativement apaisés et qu'on arrive à prendre un petit peu de hauteur sur ces sujets-là et surtout arrêter de faire peur aux gens. J'en finis sur ce point environnement. Merci à tous les deux. Oui, Manuel. Oui. Pendant que Sylvain parlait, j'aurais bien voulu revenir un petit peu sur les paradoxes de notre agriculture et sur les bases du débat de la souveraineté alimentaire. Si vous me le permettez, j'étais un peu vague tout à l'heure. J'ai rassemblé mes idées après un petit café et je voudrais refaire un petit exposé et répondre en même temps aux questions et aux remarques qui se sont affichées sur le côté de l'écran, une question très intéressante. Alors, nos paradoxes, qu'est-ce que c'est? 450 000 agriculteurs, 67 millions de consommateurs. On s'est aperçu
proportion d'agriculteurs. Aujourd'hui, c'est en gros 1% de la population active. Je rappelle qu'au sortir de la guerre, pour une population bien en France, c'était entre 25 et 30%. Dans le même temps, notre production agricole a explosé. Les rendements doublés à l'hectare, par exemple, ont plus que doublé dans cette période. Et notre balance commerciale est devenue très largement excédentaire, ce qui n'était pas le cas dans l'après-guerre. Il a fallu attendre le milieu des années 60 pour qu'elle soit autosuffisante dans son alimentation. Tout le monde l'a oublié. Tout le monde a oublié. Pense que la France a toujours été un pays d'abondance agricole, un pays d'abondance agroalimentaire. C'est une vue de l'esprit. La France était dépendante de ses colonies. Tout le monde l'a oublié. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a un énorme travail qui a été fait pour que la France puisse se nourrir correctement, puisse se nourrir en qualité, puisse se nourrir en quantité. Et je rappelle aussi que sur la planète, moins d'un tiers des pays, bien moins d'un tiers des pays, sont capables de se nourrir eux-mêmes avec leurs ressources. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Alors, on a une balance commerciale aujourd'hui qui est encore positive pour notre agriculture. Ça tend à se réduire. Si on enlève les vins et les spiritueux, ça n'est plus vrai. Donc, il faut avoir bien conscience de ça. Alors, pourquoi est-ce que les Français ne savent plus comment on produit leur nourriture? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi critiques? Pourquoi est-ce qu'ils ont oublié le chemin parcouru par leur agriculture et la chance qu'ils ont de pouvoir choisir? Parce que quand vous êtes un Français, quelles que soient vos exigences alimentaires, vos particularités, vos souhaits, vous pouvez trouver exactement ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Il y a des pays aux États-Unis où il faut faire 100 et des États aux États-Unis où il faut faire 100 km pour trouver des fruits et des légumes frais, par exemple. En France, n'importe quelle supérette de coin de rue, n'importe quelle épicerie de village vous donne en qualité, en quantité, ce que vous voulez. Et aujourd'hui, si vous voulez du bio, si vous voulez du sans gluten, vous avez exactement à la carte ce que vous voulez. Donc, les gens ont très envie de regarder dans l'assiette de leur voisin, de dire que tout le monde doit manger bio. La réalité, c'est que chacun peut choisir exactement ce qu'il veut selon son budget. Donc, ça, il faut quand même qu'on sache que c'est une chance. Alors, qu'est-ce qui fait que les Français ne comprennent plus leur modèle alimentaire et qu'est-ce qui fait qu'ils sont aussi critiques face à quand même un monde qui les nourrit sans scandale sanitaire majeur? Quand on a un petit pépin sur une chaîne alimentaire, il est réglé en 24 heures. Je rappelle aussi cette évidence. Le moindre scandale d'une viande qui n'est pas comme elle devrait être, on a remonté la chaîne de production en moins de 2 jours. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est un filet de sécurité incroyable. On a aussi oublié que notre alimentation empoisonnait les Français au sortir de la guerre, qu'il y avait des morts alimentaires, une chose qui a totalement disparu de notre paysage. Donc quand on parle de soucis de riches, il faut aussi se souvenir de ça. Nous avons le loisir de nous soucier des résidus cystiques dans nos pommes parce que nous ne mourrons plus de notre alimentation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Alors, donc, une population agricole qui s'est considérablement réduite, une urbanisation qui a fait qu'une partie des citoyens s'est coupée de ses racines agricoles. J'aime bien dire que je suis probablement la dernière génération de Français qui a passé ses vacances dans la ferme de ses grands-parents. Ce n'est plus le cas des gens plus jeunes. Ça veut dire qu'ils ont perdu l'idée de ce qu'est le rythme des saisons, de ce qu'est l'exigence du travail agricole, que la plupart des Français sont incapables de dire quand est-ce qu'on sème le blé, quand est-ce qu'on récolte tel ou tel légume. Tout ça, comment est-ce qu'on engraisse un animal? Des gens découvrent que les vaches qui font la viande et les vaches qui font le lait ne sont pas les mêmes. Les gens ignorent ce qu'est par exemple la sélection d'un cheptel. Les gens ignorent les vertus de l'hybridation du blé. Les gens se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a envie de traficoter les semences. C'est parce que quand on ne le fait pas, par exemple, les blés se couchent quand ils sont trop grands et on ne les récolte pas. Ce sont des évidences pour les populations agricoles que les populations urbaines ont complètement perdu de vue. C'est-à-dire qu'ils pensent que le blé, c'est le blé. Voilà, le blé, c'est le blé, ça pousse quasiment tout seul. Ce n'est pas aussi évident que ça. Donc voilà, on a perdu ce contact-là. On a aussi perdu ce contact du point de vue des politiques, parce que quand la population agricole se réduit démographiquement, ça veut dire que son impact électoral se réduit aussi. Ça veut dire que dans beaucoup de conseils municipaux ruraux, il n'y a plus d'agriculteurs, alors que leur part était vraiment très importante dans les années 70 et dans les années 80. Ça veut dire que tous ces soucis, disons, professionnels n'ont plus d'écho dans la sphère publique. Je pense qu'à l'Assemblée nationale, il doit y avoir 3 ou 4 députés agriculteurs, en gros, je ne les ai pas comptés exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Ce qui veut dire que leur voix n'est plus forcément là pour tempérer la législation autour de l'agriculture et pour rappeler certaines exigences de production. C'est aussi pour ça que parfois, ça part un petit peu dans les tours. Ensuite, de la part des consommateurs, il y a des choses qui les tiraillent. Le besoin, ils ont envie de manger bien, la
crainte d'être empoisonné, qui est quand même relayée assez complaisamment par beaucoup d'ONG qui jettent le discrédit en permanence sur l'alimentation, sans vraiment se préoccuper de ce qui se fait ailleurs dans le monde quand même. Mais bon, voilà, on regarde quand même notre assiette. Donc, la contrainte économique, qu'est-ce que je peux acheter avec mon budget? Et on sait que les Français ont un budget qui est sous contrainte et que la part de l'alimentation dans le budget s'est considérablement réduite dans le temps. Le fait que les mécanismes de la PAC, s'ils ont eu beaucoup de vertus, c'est-à-dire développer la souveraineté alimentaire, agricole en Europe, en France, ont aussi brouillé le message sur les prix. C'est-à-dire qu'on ne connaît plus la réalité du coût de production agricole du point de vue du consommateur. C'est revenu finalement, et c'est le contre-coup de la PAC, à subventionner notre agriculture et à nous faire perdre de vue la réalité de son coût. Et puis il y a ce terreau qui en fait qu'en France, on aime les petits agriculteurs, on aime les petits maraîchers, on aime les petits producteurs, et dès qu'ils sont gros, ils sont forcément suspects et forcément ils sont industriels, et c'est très mal. Et on n'a pas conscience que c'est aussi une des vertus de notre système d'avoir une variété d'exploitations agricoles qui va de la très petite à l'assez grande, et que c'est aussi pour ça que ça résiste. Parce que si dans la crise, on avait dû compter uniquement sur nos maraîchers de proximité, je pense qu'on n'aurait pas tous mangé à notre faim. Il faut avoir conscience de ça. Le système doit reposer sur plusieurs pieds. Alors évidemment, il y a des choses qui ne marchent pas, et ça il faut quand même le dire. La rémunération des agriculteurs reste quand même le grand oublié dans beaucoup de secteurs de notre système économique. La relation des agriculteurs à la société s'est considérablement dégradée, c'est-à-dire qu'on entend régulièrement des ONG les traiter d'empoisonneurs, ce qui est quand même absolument inadmissible, faux, mais qui dit quand même quelque chose d'une coupure qui est très très nette. L'endettement des exploitations, leur capacité à investir est devenu compliqué dans un système où on leur en demande quand même toujours plus pour toujours le même prix, avec des normes qui sont quand même toujours plus importante, comme je le disais tout à l'heure pour les cerises, mais c'est vrai pour aussi les vergers, c'est vrai pour beaucoup de choses. La thématique du glyphosate se surajoute à tout ça. Ils se demandent comment ils vont produire, ils se demandent ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'on veut d'eux. Et puis la thématique environnementale qui est devenue absolument cruciale. On a l'impression qu'on vit dans un monde de polluants et de pesticides, et on oublie de regarder le chemin parcouru sur ces thèmes-là, qui me semble être quand même absolument crucial, parce que regarder une image à un instant T ne dit pas de ce qu'elle était avant, et surtout ne dit rien de la balance du bénéfice et du risque du progrès, de la technologie, de l'usage des moyens modernes de production. Donc, il faut aussi regarder ce qui se passe dans les pays où on n'utilise pas ces méthodes-là. La plupart du temps, ce sont des pays qui ne subviennent pas eux-mêmes à leurs besoins. Donc, il faut restaurer la lecture de notre agriculture et de notre chaîne alimentaire à la lumière du bénéfice et du risque. Et ça, je pense que c'est vraiment une chose importante dans l'évaluation des politiques publiques sur l'agriculture. Quand on touche un levier, qu'est-ce que ça fait au bout de la chaîne de production? Et ça, je pense qu'on ne le fait pas. Et puis, il est important de remettre la France dans un environnement beaucoup plus global. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans l'agriculture et dans l'alimentation? On se rend compte que finalement, notre France agricole si décriée est minuscule dans la taille de ses exploitations. Une exploitation agricole en France, c'est quelque chose comme entre 60 et 150 hectares selon les productions. Un cheptel en France bovin, c'est ridiculement petit. C'est entre 57 et 60 têtes. Donc tout le monde imagine des feedlots et des fermes de 1000 vaches. La réalité, c'est que les fermes de 1000 vaches n'existent pas en France. Il y a une grande ferme en France qui a environ 800 têtes. Voilà, donc on vit dans une espèce de forêt de mythes et de légendes. Et peut-être que ramener juste les choses aux faits nous aiderait à évaluer un petit peu plus correctement nos forces et nos faiblesses. Et puis, je voudrais ajouter un dernier point que je dois à Sébastien Abyss qui entend cette conversation qui est dans la réunion. Il a soulevé récemment un point qui me semble extrêmement intéressant, c'est celui de la norme. La norme de production agricole au niveau mondial. Tout ça est codifié par un codex. Et on voit que certaines puissances, notamment la Chine, sont en train de faire des offensives pour maîtriser la norme, qui veut dire maîtriser la norme de production au niveau mondial. La France, si elle se réfléchit et se réduit à elle-même sur cette question, elle sera balayée, comme elle le sera sur toutes les questions de sélection de semences, comme elle le sera sur les questions de qu'est-ce qu'on fait des nouvelles, ce qu'on appelle les nouveaux OGM à tort, c'est-à-dire les techniques de sélection type CRISPR. La France doit bien avoir conscience qu'elle ne peut pas agir
toute seule dans un océan qui avance sans elle. Voilà ce que je voulais dire. C'était un peu long, pardonnez-moi. Non, non, pardon, je rebondis, après, il faut laisser la place aux questions-réponses, mais c'était assez intéressant. On avait évoqué avec Emmanuel la notion de sabotage. Et je pense qu'il est assez important de rappeler que potentiellement on participe à effectivement une opération de sabotage de l'agriculture française. Enfin, encore une fois, Talleyrand le disait, hein, que quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Je pense qu'il y a un moment, effectivement, je rebondis complètement sur ce que vous dites, Emmanuel, hein, il faut juste mettre en perspective ce que fait la France avec ce que font d'autres pays. Et on n'a objectivement pas à rougir sur un grand nombre de sujets. L'agriculture en fait partie, l'énergie aussi. Je ne vais pas encore parler d'énergie, mais il y a aujourd'hui, on a clairement des secteurs d'excellence. L'agriculture en fait partie, l'énergie aussi. Il serait extrêmement regrettable aujourd'hui pour des raisons, je vais oser le mot, mais idéologiques, de ne pas avoir de débat qui met l'intégralité des choses en perspective. On parlait de Fessenheim il y a encore 2 jours au moment de sa fermeture. Si on met des chiffres de façon assez brutale, sur la seule partie énergétique, et ça, a priori, personne ne conteste ces chiffres-là, les Allemands consomment quelque chose, sur la partie énergie pure, hein, consomment 9 tonnes de CO2 par an, là où les Français consomment 4,5 tonnes, c'est-à-dire 2 fois moins. Donc, il y a effectivement un moment, il ne faut pas oublier qu'on a des secteurs stratégiques qui sont importants. C'est l'un des secteurs stratégiques, l'énergie, et qu'il ne faudra pas saboter au bénéfice de technologies que la France maîtrise moins que celles qu'elle développe aujourd'hui. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de débat, mais il faudrait qu'il y ait un débat global et notamment voir le bilan global de chacune des énergies. Je n'entends jamais, je ne fais pas un procès contre ces énergies-là, mais je n'entends jamais le bilan global environnemental des énergies renouvelables. Là, il y a un nouvel arrêté qui va sortir sur les éoliennes. Enfin, on a demandé à ce que les socles soient intégralement retirés. Sinon, c'était l'équivalent de 2500 baignoires en béton armé qui restaient dans les sols, et dans les sols agricoles. Donc, je ne passe pas à vous, Emmanuel, que je vais apprendre ça, mais a priori, si vous avez un bloc de béton dans le sol, l'effet d'infiltration et de percolation de l'eau marche un peu moins bien. Mais on vient d'y arriver. Mais donc, on n'a pas ce débat global aujourd'hui. À ne pas s'aborder les secteurs J'en finis. On a été long. Hein. On a été long. On pourrait aller plus. Il faut peut-être prendre les questions qui sont dans la partie conversation, s'il vous plaît, pour commencer. Alors, Laurent Bourguier nous demande, allons-nous tous devenir des micro-agriculteurs pour assurer notre autonomie pour peu qu'un morceau de sol agricole soit dédié? Alors moi, j'ai envie de dire, OK, mais l'agriculture, ça n'est pas du jardinage. Et c'est ça que beaucoup de Français ont du mal à comprendre, c'est que c'est super de faire pousser des tomates ou du basilic sur son balcon ou de faire un jardin. Le truc, c'est que l'année où votre jardin ne marche pas, vous avez toujours le supermarché pour aller acheter vos victuailles. L'agriculture, c'est un métier. Il faut arrêter de penser que c'est devenu extrêmement technique. Alors après, moi je ne sais pas, est-ce que chacun peut réparer sa voiture, par exemple? Pourquoi pas, hein. On peut penser qu'on peut tout faire chacun. Est-ce que c'est très raisonnable déjà pour nous-mêmes? Et est-ce que c'est bien avoir conscience de la responsabilité aussi de la France alimentairement vis-à-vis du monde? Je n'en suis pas sûre. Alors après, que chacun se fasse plaisir et aille cultiver un petit peu de je sais pas, de victuailles dans son jardin, super. Je pense qu'on va avoir du mal à faire des céréales dans les jardins individuels, même si on vous donne un petit lopin de terre, ça va être compliqué. Il faut quand même pas perdre de vue que si on a développé des chaînes alimentaires, si on les a industrialisées, c'est aussi parce que ça a une logique économique et environnementale. C'est-à-dire que si chacun doit avoir son petit moulin dans son village, je ne suis pas certaine, en termes d'énergie, que ce soit très pertinent. On aime les petites choses, on les aime intellectuellement parce qu'elles sont proches de nous, parce que c'est mignon. Mais est-ce qu'on peut se baser sur quelque chose de mignon pour notre sécurité sur un point de vue d'agriculture? J'ajoute à ça en plus que ça fait l'agriculture, mais à l'instar d'autres secteurs, hein, fait aussi partie du rayonnement culturel de la France. Aujourd'hui, l'excellence alimentaire et agricole française fait aussi partie de son rayonnement culturel. Et le fait qu'on perde ce modèle-là risquerait aussi, une fois de plus, de nous faire perdre un peu du rayonnement que la France est pourtant tant en capacité de faire.
Donc ça, c'est un point important. Si on revient sur cette notion de souveraineté un peu plus globale, c'était le docteur Hélène Théron qui donnait ça, qui rappelait cette définition. Mais en fait, la souveraineté, c'est un concept politique qui va forcément qui va traduire ensuite une identité culturelle particulière. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est qu'en fait, dès qu'on abandonne ces bouts d'excellence, si je puis dire, on abandonne aussi une part du rayonnement culturel et de l'identité de la France. Donc, bon, après, c'est un débat, pourquoi pas, hein, mais ça pose quand même des difficultés. Alors, je vais prendre les questions dans l'ordre parce qu'elles sont toutes très intéressantes. Laurent Dany nous dit il y a un paradoxe. Nous avons encore beaucoup d'agriculteurs en comparaison de certaines puissances agricoles dans l'Est de l'Europe et au Brésil, où les exploitations sont, il est vrai, énormes. Mais la rentabilité de ces exploitations est déjà très compromise, c'est vrai. De plus, l'accès aux terres agricoles au niveau mondial est critique. Les pays qui en disposent doivent donc produire plus et c'est presque un devoir envers le monde de contribuer, j'imagine. Oui, il faut qu'on accepte à un moment de comprendre que le modèle agricole ne peut pas être un seul modèle agricole. Déjà, chaque pays doit faire en fonction de son sol, de son climat, de ses spécificités, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, une agriculture qui marche sur plusieurs pieds a quand même beaucoup plus de chances de réussir. Pour ce qui est des petites exploitations, on a eu encore un nouveau paradoxe avec cette crise du Covid. On a vu que les Français se sont massivement tournés vers les circuits locaux et c'était une super nouvelle parce que ça voulait dire qu'ils ont recommencé à parler avec les gens qui produisent leur alimentation. Et ça, il n'y a que des choses positives à en tirer. Mais dès que la crise c'est terminé, qu'est-ce qu'ont fait les Français? Ils sont retournés dans leurs circuits de distribution normaux. Et finalement, ils ont oublié les producteurs locaux qui les avaient servis pendant la crise. Alors, voilà, il y a ce fossé qui s'est créé. Quelqu'un me demande comment il faut sortir de cette forêt de mythes, on remet du réel au centre de la conversation et comment on s'y prend quand l'agriculteur ne pèse plus rien politiquement. Oui, c'est vrai, les agriculteurs, à partir des années 60, quand on leur a demandé de produire massivement, se sont concentrés sur cette tâche. Ils l'ont fait très bien, mais ils ont oublié qu'il fallait aussi communiquer sur ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que là, on a l'impression qu'un abysse s'est ouvert sous nos pieds. Et ça va être très long. Je note qu'il y a beaucoup d'initiatives d'agriculteurs qui recommencent à parler de leurs pratiques, qui battent en brèche les faux messages ou les messages tendancieux qu'ils entendent sur l'agriculture. Je pense que si les circuits courts doivent avoir une vertu, hormis le fait que c'est quand même très sympa d'aller acheter son alimentation et que c'est très bien, on ne peut pas compter que là-dessus, mais c'est quelque chose de super, c'est que ça va renouer des liens et que peut-être des gens vont aussi comprendre que c'est compliqué de faire pousser des légumes, que c'est pas, voilà, et puis qu'on ne peut pas faire que de la permaculture, parce que la permaculture a aussi ses limites. Parce qu'on entend aussi ça, voilà, la permaculture est une solution, mais ça fait encore partie de cette forêt de mythes. Je pense que plus les gens auront conscience que c'est compliqué, qu'il faut adapter à chaque exploitation, qu'il y a des endroits où ça a du sens de faire des grandes exploitations de céréalières, des endroits où ça a du sens de faire des petites exploitations de maraîchage, et que finalement les agriculteurs de plus en plus formés, de plus en plus techniques, ne sont pas des imbéciles et qu'ils sont capables de savoir aussi où ils veulent mener leur exploitation agricole, qu'ils sont souvent des gens qui sont très en prise sur le monde, sur les échanges, etc. On aura déjà fait un grand pas dans la manière de renouer tous ces petits liens entre la France, sa société et son agriculture. Je vais prendre une question sur les allègements de réglementation. Donc, c'est AC41 qui nous dit quels allègements de réglementation en vigueur suggéreriez-vous? Alors, en fait, la question n'est pas tant sur l'allègement des réglementations que sur encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, à mon sens, elle a vocation à être adaptée, stable et lisible. C'est ça vraiment qui est absolument indispensable. En droit, c'est ce qu'on appelle la sécurité juridique. Et si on n'offre pas ce confort aux gens, s'ils ont l'impression qu'en signant avec une réglementation à l'instant T, tous les fondements finalement sur lesquels ils ont accepté de prendre des risques, d'investir, vont être mis en question par un changement de réglementation derrière, ça pose des difficultés. C'est surtout ça que j'évoque. Alors, je crois en plus de ça, le sujet en matière d'environnement est très sensible sur l'allègement des réglementations. Encore une fois, on ne parle pas d'allègement, mais de simplification. Et ça, c'est vraiment un point absolument capital et qui doit être vraiment corrélé avec des relations partenariales avec les administrations qui sont en charge d'appliquer ces réglementations. Moi, j'ai un client en ce moment là, qui me demande d'agir auprès de l'Adréal parce que ça fait 1 an qu'il demande en fait à pouvoir importer des déchets qu'il va pouvoir recycler en matière première secondaire et il n'a toujours pas le tampon de l'administration. Donc c'est ça aussi qu'il faut aider. Et alors je peux vous citer aussi d'autres cas où en Allemagne on considérait que ce n'était pas des déchets alors qu'en France on considérait que ça l'était, du coup avec des complexités
réglementaires qui étaient difficiles à supporter pour les gens au quotidien pour les appliquer. Donc, encore une fois, il ne s'agit vraiment pas d'alléger la protection de l'environnement. Ça, je pense qu'à priori, on a tous compris qu'il fallait garder une certaine forme de cohérence sur ce sujet-là, mais vraiment de rendre les choses lisibles. Moi, j'insisterai sur un autre point, c'est celui de la distorsion. C'est-à-dire que quand en France, on prend des décisions qui engagent la norme et l'environnement sans se soucier de ce que font nos voisins européens, on se tire des balles dans le pied et on arrive à des effets qui sont totalement contre-productifs. Je vais reprendre mon exemple des cerises. Sur l'exploitation de la cerise, on a deux problèmes. On a un problème qui est le coût de la main-d'œuvre. La cerise, ça coûte très cher. Environ 70% du coût de la cerise, la main-d'œuvre. Donc, ça, c'est une chose. On a une question de coût de la main-d'œuvre en France. Donc, ça, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas spécifique à l'agriculture, mais ça pèse. Et puis, on a un autre problème. C'est-à-dire que la France a décidé de supprimer certaines molécules de traitement des insectes sur les cerises, ce que n'ont pas forcément fait ses voisins, ou les voisins donnent des dérogations à leurs agriculteurs. Quel est le résultat de tout ça? Ça devient compliqué de faire de la cerise en France, mais par contre, on peut importer les cerises qui ont été produites avec d'autres méthodes de production, en Italie ou en Turquie, par exemple. Donc, le résultat de cette nouvelle norme appliquée sans concertation, c'est qu'on tue notre propre filière au bénéfice de filières qui importent chez nous. Donc, le résultat est totalement contre-productif. Donc, si on ne s'inscrit pas dans des démarches européennes, à tout le moins, sur ces questions-là, ça devient très, très compliqué pour notre souveraineté alimentaire. Alors, on a d'autres questions, plein. Quelle véritable politique de souveraineté agricole européenne on peut construire face à la concurrence mondiale? En d'autres termes, comment privilégier d'abord nos produits agricoles made in Europe? Alors ça, c'est une vraie bonne question. C'est une vraie bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. La PAC a pris beaucoup de retard dans cette discussion. On est en train de voir que le Green New Deal qui se profile va massivement vers des réductions de production en Europe, comme si l'Europe avait décidé de se replier sur elle-même et sur son alimentation. Moi, je pense qu'on va vers quelque chose d'extrêmement dangereux parce qu'on aura mécaniquement une hausse des coûts de production de cette alimentation produite en plus petite quantité, avec des normes infiniment plus importantes, etc. Qui pourra payer cette alimentation, hormis les gens qui ont vraiment les moyens? Les autres, une bonne partie de la population qui a un budget sous contrainte, importera son alimentation d'ailleurs et importera une alimentation aux conséquences environnementales infiniment pires que celles qu'on a aujourd'hui en Europe avec la situation actuelle. Il faut bien comprendre qu'une partie des importations en Europe, ça signifie de la déforestation ailleurs, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on règle ça? Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Ce que je pense quand même, c'est qu'une politique agricole européenne et concertée, ça reste extrêmement important. La politique agricole est une des seules politiques européennes qui soit, intégrée. Ça me paraît vraiment extrêmement important de la conserver. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de tiraillements en Europe entre des pays qui produisent massivement de l'alimentation et qui ont fait le choix d'une agriculture qui est beaucoup plus industrielle que la nôtre. La Pologne, par exemple, notre pays qui semble se replier sur ces petites exploitations comme une espèce de paradis perdu. Il va falloir arbitrer entre tout ça. Il y a quand même quelque chose qui devrait nous porter à réfléchir, c'est la capacité de l'agriculture à être probablement un des seuls secteurs de l'économie qui pourra être neutre en matière de carbone, pour peu qu'on veuille se donner la peine de penser à des techniques de production très, très vertueuses. Je pense à l'agriculture de conservation des sols qui permet de fixer beaucoup de carbone dans le sol. Voilà, il va falloir réarbitrer tout ça et se rendre bien compte qu'un mieux-disant qui ne satisfait que des gens extrêmement, extrêmement conscientisés de l'environnement de manière un peu, irrationnelle, fera le malheur de pans entiers de la population européenne. C'est une question de souveraineté en plus de ça. Encore une fois, il faut qu'on arrive à identifier notre capacité à être autonome sur ces sujets-là, que ce soit au niveau national, soit au niveau européen. Hein. Donc, il faut vraiment identifier ce qu'on a chez nous. Et pour la question du Made in Europe, je pense que la commande publique est un levier vraiment important. On ne l'a pas évoqué jusqu'à maintenant, mais le fait que dans les cantines scolaires, on commence à mettre, par exemple, des contraintes de bilan carbone sur les produits, etc., peut favoriser une agriculture française et ou européenne. Et ça, c'est un bon moyen d'agir. Encore une fois, les discussions de la nouvelle PAC sont encore débutantes et balbutiantes, prennent des chemins un peu étranges.
voilà, on est vraiment à une croisée des chemins. Alors ensuite, quelqu'un nous demande, que pensez-vous de l'action Terre de Liens? Je suis désolée, je ne connais pas Terre de Liens. Alors, Véronique, si c'est vous, vous pouvez nous en dire plus. L'Institut Sapiens travaille sur le futur. Le futur est-il possible sans agriculture, sans agriculteurs? La France peut-elle se nourrir demain autrement ou grâce aux autres, alors que la science est redoutée et que le monde pourrait se fermer? Sébastien. Nous n'avons pas envie d'un monde sans agriculteurs et sans agriculture. Et est-ce que la France peut se nourrir demain autrement ou grâce aux autres? Probablement, mais ça, ce sera se mettre en risque si, à la moindre fermeture de frontières, au moindre conflit géopolitique, dépendre des autres pour une chose aussi importante que la nourriture. Quand on peut faire autrement, à mon avis, ça relève du crime politique, mais ça n'est que mon avis. Oui, votre question a pas une réponse forcément négative sur la vie sans agriculteurs, ça, il n'y a pas de débat dessus. Ce qu'il y a de certain, on a une réflexion en ce moment là, qui commence à arriver là, sur justement cette fameuse agriculture du futur. Et il y a probablement quelque chose à continuer, enfin à poursuivre sur toutes les problématiques d'innovation. Et sur toute la corrélation entre la gestion, alors je ne veux pas parler d'intrants parce que c'est encore un terme qui, à mon avis, risque de polémique, mais la gestion en fait de la problématique des déchets et de l'eau dans l'agriculture. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire finalement une combinaison gagnante entre la gestion des déchets et la gestion de l'eau sur la matière agricole. Et il y a là, à mon avis, sujet à réflexion. C'est une réflexion à titre personnel qui est assez liminaire pour l'instant, mais il y a là, à mon avis, matière à réfléchir pour mettre des acteurs différents autour de cette table pour réfléchir à ces sujets-là. La question de la science, c'est une question vraiment importante. Et encore une fois, je reviens sur mon idée de bien évaluer les bénéfices et le risque. Les pesticides, les engrais aujourd'hui si décriés nous ont sortis de la disette. Je crois qu'il faut marteler cette idée. Aujourd'hui, on ne voit sur ces thématiques-là que des choses négatives. Il ne faut quand même pas oublier les apports agronomiques de ces techniques. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il faut passer à autre chose, qu'il y a d'autres voies. On ne peut pas dire qu'une agriculture sans intrants, une agriculture purement biologique nourrira le monde. Ça, et je crois qu'il faut bien qu'on se fasse à cette idée-là. Ça n'est simplement pas possible. Alors, il y a d'autres voies à explorer. Et il faut les explorer sans peur. Toutes les voies des sélections variétales, notamment, sont extrêmement intéressantes parce qu'on a des pistes de développement fantastiques qui s'ouvrent à nous sur comment cultiver des céréales dans des milieux très pauvres en eau. Ça, on saura probablement faire très vite si on s'autorise à faire des sélections génétiques des plantes avec les nouvelles technologies CRISPR qui sont rapides, qui ne sont pas très chères, qui sont à la portée de petites entreprises et pas forcément de géants et de multinationales qui font tellement peur dans le monde agricole. Simplement, aujourd'hui, on a encore des luttes en Europe qui disent ce sont des OGM, on n'en veut pas. Donc, on est en train de se priver de potentiellement de solutions agronomiques qui permettraient aussi de cultiver avec beaucoup moins de pesticides. Quand vous avez des plantes qui sont résistantes à leurs agresseurs, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de les traiter. Donc, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas vouloir une agriculture à l'ancienne qui ne nous nourrissait pas, à part dans nos rêves, et refuser tout ce qui pourrait permettre d'accéder à cette agriculture pauvre en intrants, pauvre en pesticides. On peut potentiellement avoir des marges de progression fantastiques si on ne s'interdit pas les technologies. Alors après, je pense qu'il y a un énorme travail de pédagogie, d'explication à faire. Le débat sur les OGM a été saboté en Europe, a été pris en main par des gens qui racontent des salades sur ce sujet depuis des années. Il ne faut pas que sur les nouvelles technologies de sélection des plantes, on en arrive au même débat. Il faut qu'on arrive à démontrer qu'elles ont des bénéfices et qu'elles ont des bénéfices pour les gens qui sont inquiets pour l'environnement aussi. Et quand on aura réussi à parler de ça, je pense qu'on aura fait un grand pas dans la démystification de la science. Le naturel, l'idée du naturel en agriculture pollue totalement le débat. Parce que c'est naturel, c'est bien. Les gens oublient que dans les choses naturelles, il y a des mycotoxines qui les tuent, par exemple. C'est totalement naturel. C'est une manière très, très naturelle de mourir, mais on en meurt très sûrement. Donc voilà, il faut arriver à dépouiller le débat quasiment philosophiquement de nuages qui planent au-dessus de lui. Oui, après, ça devient quasiment philosophique. On est un peu au-delà du sujet, mais il y a probablement une partie de vision assez fantasmée de la nature, effectivement.
c'est très clair qu'il faut revenir à certaines réalités. Enfin, Emmanuel venait de le dire, la nature aussi peut tuer. En tout cas, sélectionner, ça c'est certain. Je vois qu'il y a une question sur le digital. Il y en a deux même, super intéressant. Oui, sur le digital et l'agriculture. Emmanuel, vous avez… Alors, je les lis. Si vous ne les voyez pas, quid de l'innovation en agriculture? Dans quelle mesure l'AgTech, data agricole, est-elle une partie de la solution? Et une deuxième question qui en est proche, en quoi le digital pourrait augmenter la qualité de notre alimentation, notamment sur la traçabilité des produits jusque dans l'assiette? Ce sont deux bouts d'une même équation. Effectivement, on a sur ces sujets-là des choses absolument fantastiques. Rassurer les consommateurs en leur expliquant par où leur produit est passé, ça c'est fantastique. Alors on le fait avec la blockchain, ce n'est pas forcément la solution unique, il y a plein de choses pour le faire. Et de plus en plus d'agriculteurs en France gèrent aujourd'hui leur champ avec de la data, c'est-à-dire avec… on peut précisément savoir dans une parcelle quel est le morceau qui a besoin d'être arrosé et pas un autre. On sait précisément quel est le morceau de la parcelle qui a besoin d'engrais ou d'une supplémentation quelconque et pas un autre. On peut comme ça réduire considérablement les intrants en étant dans la finesse de la gestion. Alors tout ça est assez débutant. Il y a des choses fantastiques sur la gestion des paramètres météo, par exemple. On sait que dans les vergers, on met des petits capteurs et on peut savoir si l'humidité fait que les tablures vont se développer sur les fruits. Est-ce qu'on traite, est-ce qu'on ne traite pas? On le faisait en préventif autrefois. Là, on s'aperçoit qu'on peut le faire très finement en observant les paramètres réels. Et ça, ce sont des avancées fantastiques. Il y a beaucoup de startups qui se développent sur ce thème-là, les grands noms de l'agriculture aussi. Ça, c'est très excitant intellectuellement. Il se passe beaucoup de choses. Et effectivement, avoir peur de ce progrès-là, au motif qu'on a envie d'une agriculture, paysanne à l'ancienne, c'est vraiment se priver de choses qui sont extraordinaires. Et on le voit sur le… Alors, pour répondre à la question de M. Bourdier sur le digital et la traçabilité, c'est une question qui est effectivement assez forte, surtout en ce moment où on a vraiment des innovations qui se créent. Je pense qu'il faut avoir confiance aussi, ça c'est vraiment le retour d'expérience de la fréquentation d'agriculteurs, qu'ils deviennent eux-mêmes de plus en plus techniciens. Il faut quand même être clair, ce ne sont pas des gens qui ne font que être sur leur tracteur pour semer le labourer, c'est des gens qui sont quand même des orfèvres sur ce qu'il faut mettre dans leur terre, la façon de les traiter, etc. Et pour ce faire, ils ont besoin d'une connaissance extrêmement précise et le digital les aide vraiment beaucoup là-dessus. Après, ce qu'il y a de certain, la question de la traçabilité, elle est assez intéressante. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui de plus en plus. On cherche la transparence, on veut… Alors, il faut faire attention au mythe du tout sécurisé. Je pense que la culture du zéro risque est extrêmement mortifère. Elle n'existe pas. Pardon de vous dire, mais on va tous mourir. Donc, il y a un moment, il faut aussi prendre conscience de ça. Et donc, du coup, la logique du zéro risque me semble un peu dangereuse parce qu'elle est de nature à finalement nous laisser chacun chez nous. Bon, toujours est-il, on voit bien qu'avec le digital, on peut aller effectivement vers une certaine forme de traçabilité, à la fois dans ce qu'on appelle les intrants et des déchets aussi qui sont réutilisés sur les parcelles. C'est certain de toute façon, pour répondre à votre question sur les tech fermes, ce qui est certain, c'est que les agriculteurs vont avoir vocation à se moderniser de plus en plus et que le digital les y aidera. Moi, je pense qu'on verra des tech fermes émerger et on va voir aussi des fermes vraiment très à l'ancienne perdurer. Et pourquoi pas, chaque agriculteur, on doit aussi considérer que les agriculteurs sont des chefs d'entreprise qui sont capables de savoir où ils veulent mener leur exploitation agricole, ce qu'ils veulent en faire, dans quel projet industriel ou pas d'ailleurs. Le plus il y aura de variété et le plus on laissera des modèles s'épanouir, le plus on pourra faire des retours d'expérience et savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Moi, je ne crois pas au modèle unique de l'agriculture française. Chaque région fait un peu avec ses spécificités et c'est fantastique. Quelqu'un nous dit la France dispose de climats variés, donc de possibilités de culture large. Il nous faut donc, en fonction de nos populations, savoir la quantité de légumes must-have, les betteraves à sucre, nice-to-have, les bananes par exemple. Et quelqu'un qui nous parle des apports de Météo France. Oui, effectivement, qu'on fasse au mieux dans chaque région en faisant pardon, excusez-moi, je perds mes mots. En faisant des rotations et en sachant où sont effectivement les must-have agricoles, eh ben, ce sera fantastique. Mais rêver d'un modèle unique qui courrait du nord au sud de la France, à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. Il nous reste 1 minute parce que j'ai toujours cette promesse de libérer tout le monde à 10 heures. Alors, je me risque à une petite synthèse, des choses passionnantes
qui ont été dites. On a évidemment besoin de souveraineté dans toutes leurs dimensions, alimentaire, informatique, industrielle, de défense. Cette souveraineté, elle est aussi fondée sur des formes d'interdépendance et de complémentarité entre eux, ce qui nous permet d'être souverains. Donc, je crois que c'est un des thèmes qui devra s'imposer. Les menaces, elles sont de plus en plus grandes. Il y a la force de la norme utilisée comme barrière à l'entrée et que nous savons mal utiliser. Ces effets de distorsion qui peuvent être produits par des réglementations locales issues de poussées vertueuses, mais qui, si elles ne sont pas appliquées au niveau au moins européen, sont terribles pour nous. C'est aussi un problème de compréhension des réalités techniques de la part du grand public, des citoyens et même des élus, une incompréhension de la force du modèle industriel, par exemple, une méconnaissance des réalités étrangères, une incompréhension aussi de la réalité de notre sécurité alimentaire, du fait que nous ne vivons pas dans un enfer alimentaire, comme tu l'as très bien dit, Emmanuel, et le fait que le naturel n'est pas synonyme de bon. Alors, les principes de solution, je pense que vous avez esquissé à travers la discussion ce matin, c'est d'abord très important la rigueur du raisonnement, le retour aux faits contre les mythes et les légendes, et donc inlassablement, on a parfois l'impression d'être un petit peu Don Quichotte face au moulin à se battre en permanence, mais je crois qu'il faut qu'on continue. Hein, j'ai souvent cette image-là, tellement il y a un côté un peu décourageant. Ou alors Hercule face à l'hydre de Lerne. Vous coupez une tête et il y en a une qui repousse tout de suite. Parce que c'est très difficile, évidemment, d'essayer d'argumenter contre les mythes, les légendes et puis tous les fantasmes de conspiration, hein, évidemment. Nous avons la chance d'avoir un système agricole aujourd'hui puissant et on a des atouts territoriaux que tous les pays n'ont pas, loin de là, et sur lesquels on doit capitaliser. Mais pour ça, il faut avoir le courage de s'adapter aux réalités locales, d'aller contre cette idée peut-être très jacobine du fait qu'il doit y avoir un modèle unique qui va pouvoir s'imposer partout, et c'est la solution. Mais évidemment, c'est lié aussi à une incompréhension des réalités. La nécessité, malheureusement, et c'est triste quand on se veut nationaliste, hein, parce que c'est le problème des nationalistes, hein, c'est se dire malheureusement 67 millions, on ne peut plus grand-chose. Il faut s'inscrire dans des démarches européennes à 300 ou à 500 millions selon la taille que vous voulez garder en Europe. On peut peser, on peut arriver à imposer des choix, on peut aussi arriver à créer de nouveaux modèles, mais tout seul à 67 millions dans son village, malheureusement, ça sera impossible. Et puis cette idée très importante de Sylvain, je trouve que tu as dit au début, le développement humain précède et permet l'effort environnemental. Il y a un peu cette idée de la pyramide de Maslow, évidemment. Si on n'est pas en sécurité d'abord, si on n'arrive pas à vivre, hein, tout simplement, on s'en fout. Et on voit bien dans les pays en voie de développement, les pays moins développés, combien, si vous allez aux Philippines, par exemple, évidemment, le problème environnemental est second par rapport au problème de se nourrir tous les jours, évidemment. Donc, le développement humain n'est non seulement pas à opposer à l'écologie, mais en réalité, il en est la condition même. Et puis enfin, je terminerai par le rôle de l'innovation dans ce développement, hein, le rôle de l'innovation pour permettre cette souveraineté et pour nous permettre d'avoir à la fois ce progrès humain et cette préservation de l'environnement qui est complètement liée. Merci à tous les deux pour ces échanges absolument passionnants. Sylvain et Emmanuel, je crois que de toute façon, la discussion n'est pas close, elle ne fait que s'ouvrir et au moins l'avantage, c'est que nous avons plein d'autres têtes à couper et plein d'autres combats à mener. Merci à tous d'avoir écouté ce matin, d'avoir été là et à très bientôt pour le prochain Visio Café Sapiens. Merci.